Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le PAO Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la PAO qui sommeille en vous. Je suis Aïssatou. Je m'appelle Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler avec notre invitée Aïcha du parcours qui lui permet de façonner la PAO en elle. Nous allons discuter de ses identités et rêves et comment elle les a embrassés. Nous discuterons de ces sujets, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. En fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations. Donc restez à l'écoute. Et bon podcast. Un nouveau format plus court, plus dense, des invités au parcours toujours plus intéressants les uns que les autres. Vous êtes bien dans le PAO Podcast. Nous vous proposons dans cet épisode une version française de l'épisode 9 avec Aïcha, qui a été enregistrée en anglais. Plus courte, tout en conservant le dynamisme de nos échanges, nous espérons que ce nouveau format vous plaira. Nous en profitons également pour vous annoncer le prochain livre, celui du mois d'août, de notre club de lecture Une si longue lettre par Maya Maba. Nous sommes très heureuses de vous proposer ce livre et je sais que Aïssatou l'adore personnellement. Nous avons donc commencé, comme dans tous les épisodes de notre podcast, par la présentation de l'invité autour de nos 5 questions PAO. Pour son identification PAO, l'invité du jour a choisi Aïcha. C'est d'ailleurs notre deuxième Aïcha dans ce podcast. Comme pays d'identification PAO, Aïcha cite tout d'abord le Nigeria d'où elle est originaire, puis le Sénégal et la Gambie, ses parents l'ayant nommée Aïssatou Djanki, et oui, on a le même prénom, qui a un nom donc sénégalais, et également le Ghana où elle a étudié 1 an pour un examen. Lorsqu'on lui a demandé quel était son objectif PAO, son but à terme, Aïcha nous énonce un très beau et grand objectif, être une voix pour les sans-voix. Waouh. Ou comme elle dit, être cette lumière qui inspire, motive et éclaire toutes les femmes, tous les Noirs, tous les Africains noirs comme moi, afin de leur faire voir les raisons pour lesquelles ils peuvent être où ils veulent être, peu importe d'où ils viennent. Parlons brièvement du parcours d'Aïcha. Elle prépare actuellement un diplôme d'études supérieures en architecture à l'université d'Édimbourg en Écosse, au Royaume-Uni. Enfin, parce que PAO c'est aussi s'amuser et prendre du plaisir, nous lui avons demandé quels étaient ses passe-temps favoris. Elle cite la lecture, la danse, dont l'afrobeat, très important pour la suite, le chant. Vous la retrouverez souvent à faire quelque chose d'artistique comme peindre, dessiner et faire des croquis ou autre. Merci Aïssatou. Suite à ces premières questions introductives, il est alors temps de passer à la partie dont je préfère personnellement, le Fireside Chat. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, je donne 2 propositions à l'invité qui doit choisir le plus vite possible entre les deux. Entre Lagos et Édimbourg, elle choisit Édimbourg dont elle est tombée amoureuse au détriment de Lagos, qu'elle connaît moins. Ne lui demandez surtout pas de choisir entre le jollof rice et n'importe quel autre plat en fait, sa réponse sera toujours le jollof rice. Pour cette fan d'Afrobeat, le choix est vite fait entre Davido et Burna Boy. Davido qui vient du même village qu'Aïcha gagne haut la main. Elle est plus Chimamanda Ngozi Adichie que Chinua Achebe. Et enfin, à la dernière question ouverte que nous lui avons posée, si vous pouviez vivre n'importe où dans le monde sauf Édimbourg ou le Nigeria, où est-ce que ce serait? En Espagne. Dont elle adore la culture. Il était ensuite temps de commencer la discussion avec l'invité, le cœur du podcast. Cette discussion est divisée en 2 parties, la success story d'une part, puis le sujet social choisi par l'invité, #tes rêves et #tes identités sont valides. Nous vous proposons tout d'abord une retranscription complète de la première partie, la success story de notre invité. Pour commencer, je vais vous dire pourquoi nous avons choisi Aïcha pour cet épisode. Alors, je suis tombée sur une publication sur LinkedIn. La publication était sur les thèmes d'être une femme africaine et d'être une architecte en herbe. Je vais lire le post maintenant. Je suis noire, musulmane et femme en architecture et c'est mon histoire. Ayant grandi dans le nord du Nigeria, j'ai été fascinée par l'art de faire les choses et très vite j'ai découvert que l'architecture était ce qui s'en rapprochait le plus et j'ai donc décidé à l'âge de 13 ans que je voulais devenir architecte. On m'a déconseillé la profession qui n'était pas destinée aux femmes ou aux femmes musulmanes, ce qui n'était tout simplement pas la représentation idéale de ce que la société attendait de moi. Mais je suis têtue, donc j'ai ignoré chaque commentaire. J'ai réussi à obtenir une bourse entièrement financée pour étudier l'architecture dans une université de premier rang à Édimbourg. Ce que j'essaie de dire dans cette publication, c'est que peu importe votre origine ou votre origine ethnique, ou votre race ou même votre religion, vos rêves sont également valables. Il suffit de garder les yeux sur le prix et persévérer.
Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin et posez autant de questions que nécessaire. Croyez en vos visions et travaillez dur. Et crois-moi, tu pourrais juste être une autre Aïcha. Il suffit juste d'oser et de rêver. Hashtag Your Dreams Are Valid. So hashtag vos rêves valent beaucoup. Hashtag diversité. Hashtag inclusion. Hashtag architecture. Hashtag femme noire. Hashtag diversité et inclusion. Hashtag oui, tu peux le faire. Hashtag représentation. So, bienvenue Aïcha. Merci pour un accueil aussi chaleureux. Cela nous emmène à notre première question. Pourquoi ce post? Pourquoi penses-tu que ton histoire avait besoin d'être entendue? Tu as reçu près de 9000 j'aime sur ce post, ce qui est énorme. Pourquoi as-tu eu l'impression que tu avais besoin de montrer que hashtag tes rêves sont valides aussi? Je commencerai par revenir à quand j'ai écrit cette publication. Ce jour-là, j'étais sur Google et je faisais des recherches sur l'architecture. J'ai cherché architecte noir dans le Royaume-Uni et c'était juste des articles mettant en évidence les noirs dans le domaine de l'architecture au Royaume-Uni. Cependant, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait personne qui s'identifie comme une femme noire musulmane. Et c'est alors que j'ai réalisé que, même si je suis une personne noire, une femme noire et musulmane est dans tous les cas en dehors des normes. Ces identités se trouvent très à la marge du spectre en termes de représentation dans le domaine de l'architecture. J'ai alors eu des sentiments mitigés à ce moment-là. Et d'une part parce que j'ai la chance d'être ici, peu importe qu'il y ait si peu de gens qui me ressemblent. Et en même temps, je me disais que s'il était difficile pour les Noirs ou pour les femmes d'être une minorité, ça serait encore plus difficile pour moi parce que je suis une femme noire et musulmane. Alors je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est alors que j'ai trouvé cette citation qui dit « Vous devriez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Alors je suis allée sur LinkedIn et j'ai changé le titre de mon profil. À ce moment-là, je voulais que les gens sachent qu'il y ait des gens comme moi dans le domaine de l'architecture et que nous nous en sortons très très bien. J'ai juste écrit ce que je ressentais et je suis allée dormir. Je me suis réveillée et il y avait tellement de commentaires, de j'aime et de partages. J'ai été agréablement surprise par ce soutien que j'ai reçu et par le nombre de personnes à qui mon histoire a parlé. J'ai une question pour toi, Aïcha. Nous te voyons très animée et excitée. As-tu des rôles modèles qui t'ont donné envie de suivre ton chemin actuel? Alors, ma famille est en grande partie responsable de celle que je suis aujourd'hui. Ma mère est une femme africaine, nigériane et fière de l'être. Elle est diplômée, entrepreneur et a 7 enfants. Mon père est ingénieur chimiste. J'ai vu des gens remplis de confiance en eux autour de moi, même s'ils ont dû lutter pour arriver là où ils voulaient être. Ils ne m'ont jamais fait sentir qu'il y avait des limites à ce que je pouvais faire, à ce que je pouvais devenir, et c'est en grande partie de là que ma confiance en moi vient. Pourrais-tu citer peut-être d'autres modèles que tu pourrais avoir? Chimamanda Ngozi Adichie, j'adore cette femme. Je suis également inspirée par l'architecte Zaha Hadid et aussi par l'architecte Olajumoke Adenuowo. Elle est architecte nigériane Yoruba, comme moi. Mon père a toujours aimé parler d'elle et elle était l'une des femmes qui m'a donné une raison de continuer à poursuivre mon objectif d'être architecte. Tu es une femme musulmane africaine. Pourrais-tu peut-être expliquer les difficultés que tu as rencontrées en comparant le Nigeria au Royaume-Uni en tant que femme? En tant que femme, on m'a fait sentir que le sexe masculin m'était supérieur et que les gens ont utilisé la religion comme justification de stéréotypes selon lesquels les femmes sont inférieures aux hommes. Et maintenant que j'y pense, est-ce la raison pour laquelle mes frères pouvaient s'en tirer pour des choses qui ne passaient pas pour moi ? Pourquoi mes frères pouvaient regarder la télévision pendant que je restais avec ma mère dans la cuisine ? C'était dur à comprendre pour moi. Toutefois, c'est en venant au Royaume-Uni que j'ai remarqué une différence. Dans les médias, le féminisme est un concept connu. Il y a déjà plus de femmes étudiant l'architecture. Il y avait une représentation égale d'hommes et de femmes dans ma classe. Alors qu'au Nigeria, on m'a dit que je serais l'une des 3 femmes étudiant l'architecture sur une promotion de 100 personnes. Le Royaume-Uni n'est pas parfait. Le patriarcat y est encore. On observe toujours une sous-représentation des femmes, surtout au niveau des fonctions supérieures, aux postes de prise de décision. Il y a cependant une énorme différence. Chez nous, nous luttons toujours contre le viol, le patriarcat et les agressions sexuelles. De nombreuses choses profondément enracinées dans la culture dont il faut parler. Et maintenant, la même question, mais en tant qu'Africaine noire. En tant que noire africaine
En venant ici, j'étais une minorité. Et c'était étrange d'être la seule personne noire, plus précisément la seule noire africaine. Les étudiants de ma classe pouvaient être noirs, britanniques ou canadiens, mais il n'y avait pas d'Africains noirs. C'était très étrange pour moi qui venais d'un endroit où 99% des gens sont noirs, africains. Même en classe, lorsque j'interagissais avec des gens de la société africaine et caribéenne de mon université, c'était différent. Et t'es-tu senti comme si au Ghana ou au Nigeria, tu n'avais pas à penser au fait que tu étais noir? Mais, arrivé au Royaume-Uni, en parlant à ton entourage, tu as commencé à te référer comme noir. Penses-tu que maintenant que tu es venu au Royaume-Uni, tu appartiens à la communauté noire? Et à 100%. En traversant cette frontière invisible entre l'Afrique et le Royaume-Uni, c'était tout à coup comme si mon identité avait complètement changé. Je n'étais plus vue comme cette Yoruba du Nigeria, j'étais maintenant considérée comme cette femme, noire, musulmane. Mon identité comptait. Et dernière question, comparant la situation entre le Nigeria et le Royaume-Uni pour toi, comment t'es-tu sentie en tant que musulmane portant le hijab? En tant que musulmane portant le hijab, personnellement, je ne sentais pas la discrimination. Mais je suis devenue consciente du fait que je porte le voile et que je suis différente. Je suis passée par tout ce processus de remise en question de mon identité et de ma croyance. Je me souviens même avoir rejoint une association islamique en essayant de trouver un espace avec des gens qui pouvaient me ressembler. Penses-tu que cette situation ou cette expérience sera différente si tu ne portais pas le hijab? Je dirais oui, certainement. En tant que femme musulmane, certaines d'entre nous portent le hijab. Et c'est une grosse part de mon identité. Il y aura forcément des moments où les gens auront une idée préconçue sur moi à cause de mon hijab. Et je veux que les gens m'écoutent parler avant de voir mon apparence. Je veux que les gens écoutent ce que j'ai à dire avant de voir que je suis musulmane avec le hijab et que je suis une personne de couleur. Dernière question. Pourrais-tu nous donner une explication sur la façon dont tu tires parti de l'outil qu'est LinkedIn pour autonomiser et inspirer les gens? Juste après le post dont Sarah a parlé, j'ai obtenu un grand soutien. Les gens ont confessé faire face à des défis similaires aux miens. Ils m'ont motivée à continuer à ne pas arrêter. Alors j'ai pris la décision d'en faire plus. Parce que jusqu'alors, je ne faisais pas grand-chose. Je postais simplement mes mises à jour de travail, mais sans plus. J'ai donc commencé par partager des vidéos sur les principes qui font de moi qui je suis. Il s'agissait essentiellement de 10 vidéos que je partage en parlant de principes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire de mon LinkedIn une véritable vitrine. Et on adore. Par ces vidéos, tu inspires des gens et tu es jeune, tu n'as que 18 ans. Et oui, les gens ne le croiront pas. Merci de l'avoir fait, Aïcha. C'est donc un entretien très intéressant que nous avons pu avoir avec Aïcha. Nous avons exploré les sujets des identités et des rêves, et c'est maintenant des sujets sociaux sur ces thèmes que nous allons explorer plus en profondeur. Le sujet de l'invité. Pour ouvrir la discussion sur cette deuxième partie, nous avons commencé par poser la question suivante à notre invité. Pourquoi as-tu choisi ce sujet? Aïcha nous a alors confié avoir grandi en ayant l'impression de ne pas pouvoir être elle-même avec ses rêves d'enfant, en raison du constant rappel des gens de son identité de femme musulmane et noire, qui devait, selon leur dire, l'empêcher de réaliser ses rêves. Elle veut que les gens comprennent qu'il n'y a rien de mal à vouloir suivre ses rêves, tout en conservant ses identités. Nous continuons alors la discussion et lui demandons si, pour elle, être en dehors des normes était une bénédiction ou une malédiction. Être en dehors des normes, ou être une outlier, comme on dit en anglais, peut être difficile à vivre, comme nous répond alors Aïcha. Elle se rappelle avoir quitté la maison à 15 ans, à la fin de ses études secondaires, et être allée au Ghana pour étudier d'autres examens préparatoires. Étant la plus jeune de sa classe, de son environnement, elle se sentait parfois mise de côté dans des discussions, les autres jugeant qu'elle n'était qu'une enfant et qu'elle ne pouvait donc pas savoir les choses ou avoir une opinion à écouter. Mais pour Aïcha, et c'est aussi notre point de vue, être une outlier est une bénédiction. En faisant face aux challenges soulevés par le reste du monde du fait de ces différences, vous apprenez à vous forger et à forger votre caractère pour vous en sortir. Les gens essaieront de vous faire tomber, mais comme vous êtes déjà entraîné à vous protéger de certains jugements et situations, vous serez alors plus résilient.
En ce sens, être un outlier ou une outlier est une bénédiction. Je partageais tout à fait ce point de vue. Pour aller plus loin dans la discussion, je vous recommande vivement un ouvrage dont nous avons parlé pendant l'épisode qui s'intitule Outliers, l'histoire du succès. Ou le vrai titre, puisque là c'est une traduction approximative, Outliers, The Story of Success by Malcolm Gladwell, par Malcolm Gladwell. Dans ce livre, en fait, l'auteur répond à la question suivante. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles, vivant des vies remarquablement productives et à fort impact, alors que tant d'autres n'atteignent jamais leur potentiel? C'est une vraie question. Et pour y répondre, il examine la vie de certains outliers. J'ai ensuite choisi de soulever un autre point. Et pour illustrer mon deuxième argument, je me suis basée sur le cas d'Oprah Winfrey. Je me suis demandé, et j'ai exprimé à Saran et Aïcha, est-ce que finalement, le fait d'être une outlier, comme Oprah est définie, n'explique pas en fait son succès? Si elle avait été une femme blanche, qui ne sortait pas des normes et qui répondait justement aux normes, tout en étant compétente, elle aurait réussi, certes, mais aurait-elle autant réussi et marqué les esprits? Je ne pense pas. Et j'en doute même. Le fait d'être justement la première femme noire à atteindre ce niveau était un réel signe distinctif qui lui a, je pense, permis d'atteindre ce niveau si élevé de succès. Je n'étais pas du tout d'accord avec cette opinion. Pour moi, ce n'est pas parce que Oprah est une outlier qu'elle a bien réussi. Au contraire, les médias ont construit son mythe en faisant une outlier, mais ce n'était pas une. De nombreuses autres femmes noires ont aussi cherché à avoir des carrières en journalisme. Parfois, l'environnement et les normes en place aussi peuvent faire de vous une outlier. Parce que les règles sont le plus souvent basées sur les normes d'être blanc, d'être un homme ou d'avoir d'autres traits habituellement recherchés. C'est vrai. Et malheureusement, souvent, nous avons tendance à baser notre succès en fonction de leurs paramètres, les paramètres que eux ont définis, qui ne sont pas les nôtres. Il n'y a donc rien de mal à être différent et à se démarquer de la foule. Pour clore cette conversation, nous avons toutes donné notre mot de fin. Pour Aïcha, notre invitée, la question était de se projeter et de savoir si elle avait choisi de ne pas être une outlier et si elle avait décidé de rester dans sa zone de confort, à quoi aurait ressemblé sa vie aujourd'hui. Elle ne serait pas la personne qu'elle est, elle ne serait pas là où elle est en ce moment. Elle conseille donc à nos auditeurs et à nos auditrices de s'accrocher à ce à quoi elles croient et à ceux à qui elles sont. Pour ma part, j'ai ajouté qu'il suffisait juste d'embrasser sa différence, ce qui vous rend plus résilient et plus adaptable. Ces différentes compétences seront forcément utiles pour l'avenir. Et mon point à moi était de ne pas avoir peur de s'écarter de la voie qu'on est censé suivre et que la société impose pour nous. C'est là que l'on peut véritablement avoir un impact dans sa vie. Ceci a donc clos notre conversation et comme dans nos autres épisodes, il est temps de passer à nos recommandations, qui peuvent être des livres, chaînes YouTube ou même encore des comptes Instagram. Ma recommandation est un podcast qui s'appelle My African Cliché. Il est à la fois en anglais et en français sur des chaînes distinctes, donc si vous préférez l'anglais, vous l'écoutez en anglais, si vous préférez le français, vous l'écoutez en français. C'est des épisodes très courts qui durent entre 3 et 5 minutes et où en fait le narrateur nous parle de faits historiques sur l'Afrique. Je vous recommande vivement les épisodes sur Mariam Abba et celui sur Wahoume Mahatai. Pour celles qui ne savent pas qui elles sont, écoutez ces épisodes. Ma recommandation est un livre, Les routes de Pékin par Paul Solidaire, qui nous ramène en 1936 avec deux personnages qui ont vécu une histoire d'amour et se sont éloignés par les contraintes de la vie. Intéressant. I know. Et enfin, la recommandation de notre invitée Aïcha était aussi un podcast qui s'appelle Hear Us Roar, qui se traduit en français par une traduction très approximative, Entendons-nous rugir. Je vous laisse interpréter. Yes. Ce podcast est de Sarah Porrit et elle discute avec des femmes d'influence venant du monde entier sur leurs différentes expériences. Ceci clôt notre 9e épisode. Nous avons adoré faire ce podcast et nous espérons que ce nouveau format de traduction à peu près de nos épisodes vous plairont. N'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux et vraiment merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous justement sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous avez juste à taper Powerful African Women ou The POW Podcast sur vos téléphones ou ordinateurs et vous nous retrouverez. Visitez également notre site internet powerfulafricanwomen.com pour vous inscrire au programme de mentoring, au book club et lire nos articles. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions et vos commentaires et partagez autant que possible POW pour renforcer le réseau. And do not
Et n'oubliez pas de faire ressortir la Pao qui sommeille en vous.